Bien, bonjour à tous. Je voudrais vraiment chaleureusement remercier le Collège d'Audioprothèse de m'inviter à faire cette présentation. C'est toujours un grand plaisir d'être ici et puis de voir la qualité des interventions. Donc je vais vous parler effectivement des indications limites ou des limites d'indication des systèmes implantés de réhabilitation auditive. Alors, par définition, quand on veut mettre un système de réhabilitation auditive implanté, il faut qu'il y ait bien sûr besoin d'une réhabilitation auditive et on va mettre en place un dispositif chirurgical. Alors, on essaye toujours dans la prise en charge des patients, et dans la surdité évidemment en premier lieu, d'essayer de faire toujours du plus simple au plus compliqué. Donc on va envisager un système implanté dès lors qu'on a besoin d'une réhabilitation et surtout qu'on est en échec ou en impossibilité de mettre quelque chose de plus simple, c'est-à-dire une prothèse auditive conventionnelle, et on essaye toujours un essai prothétique avant d'envisager un système implanté, ou alors évidemment en échec également d'une intervention qui serait plus simple, qui est un geste fonctionnel qui permettrait de redonner l'audition sans être obligé de mettre un dispositif. Donc on va voir les limites et les indications limites dans les différents systèmes implantés, les implants à conduction osseuse, les implants d'oreille moyenne, qui sont une toute petite partie, qui sont très rares, les indications rares, les implants cochléaires et encore plus rares, les implants du tronc cérébral. Alors les implants à conduction osseuse, les indications, vous le connaissez parfaitement, on a bien sûr les surdités de transmission, les surdités de transmission, et puis bien sûr les crosses osseux lorsqu'on a une cophose unilatérale. Donc on a à notre disposition les piliers percutanés et les systèmes avec aimantation. Alors dans les systèmes à aimantation, il y a les vibrateurs externes et les vibrateurs internes. Alors pour moi, il n'y a pas d'indication de poser des systèmes à vibration externes, puisqu'il y a une perte de puissance avec la peau, il y a des problèmes cutanés, on doit avoir une attraction plus importante, et ça présente les mêmes inconvénients, et notamment les problèmes de cône d'ombre. Donc ce qu'on a à notre disposition, effectivement, c'est la BHA, et puis les systèmes soit Bone Bridge, soit OSIA. Alors, les systèmes percutanés, ils ont l'avantage de ne pas créer de cône d'ombre en IRM. On verra que ça, c'est vraiment un point important. Par contre, ils ont un inconvénient, c'est qu'on traverse la peau. Et malgré tout ce qui peut être fait comme progrès en termes de dispositifs, il y a toujours des risques soit de chute par une mauvaise ostéo-intégration ou d'infection autour du pilier. Ça, c'est des choses... Ça, c'est des choses qu'on voit. Et puis, les systèmes aimantés, ils ont l'avantage de ne pas prendre de risque sur la peau, mais par contre, il y a un cône d'ombre qui apparaît toujours. Vous avez ici ce cône d'ombre que l'on voit. Non, vous voyez pas ma flèche, mais c'est pas grave. Je sais pas, la lumière... Ah, voilà, c'était ça, la lumière. Voilà, donc ça, c'est le problème de peau. Et puis, le cône d'ombre qu'on a avec tous les systèmes aimantés. Donc, les indications qu'on va avoir, les systèmes aimantés, on va les utiliser dès lors qu'il n'y a pas besoin de surveiller avec une IRM une pathologie. Alors ça, c'est un point important parce on a beaucoup de patients qui ont des surdités mixtes ou des surdités de transmission en rapport avec des otites chroniques. Et si, par exemple, vous avez un cholestatome, la surveillance se fait essentiellement par IRM. Donc, c'est pas possible. Il faut attendre que la pathologie soit guérie. Et puis, les systèmes percutanés, on va les envisager dès lors qu'on a besoin d'une surveillance IRM. Alors, dans les indications très classiques, ça, vous voyez, c'est les indications tout à fait classiques avec soit un très gros RIN. On sait que la prothèse auditive va avoir beaucoup de mal à donner un gain par rapport à l'autre oreille. Et puis là, un système cross, si vous avez une courbe osseuse de l'autre côté contralatérale qui est bonne, on peut avoir une indication intéressante. Par contre, on va avoir des limites d'indication. Alors, les limites d'indication, elles peuvent être médicales, notamment pour les piliers percutanés. Il faut savoir qu'il y a des patients qui peuvent avoir des risques d'infection importants, les patients immunodéprimés, les patients diabétiques. Parfois, l'épaisseur d'os fait qu'on sait que le pilier ne pourra pas tenir. Donc, dans ces cas-là, c'est vraiment des limites. Alors, j'insiste là-dessus parce qu'on a vu parfois des patients arriver avec un appareil à vibration osseuse qui avait déjà été acheté, en disant, voilà, le patient a fait son essai, on avait essayé le cross, on avait essayé le bandeau, et le patient était content. Oui, mais c'est pas parce qu'il est content qu'on peut le mettre. Et il y a des contre-indications médicales à mettre en place, les piliers percutanés, et même éventuellement les systèmes aimantés. Alors après, les limites audiométriques, elles sont liées à différents points. D'abord, si vous avez un RIN qui est plus fermé, c'est clair que on aura un bénéfice plus intéressant d'une prothèse conventionnelle. Si vous avez une surdité mixte avec une courbe osseuse qui est abaissée,
eh bien c'est sûr qu'on aura, plus de difficultés à avoir une stimulation par la voie osseuse. Alors je tiens à dire là-dessus, enfin mon avis, c'est qu'effectivement maintenant on a des systèmes très très puissants, les BA6 ou les Superpower, où effectivement on peut toucher une courbe osseuse qui est à 60-65 décibels. Alors effectivement le patient, il est stimulé, il ressent quelque chose, mais il ressent à un niveau de 60-65 décibels. Or ça, c'est quasiment la limite d'une indication d'implantation cochléaire. Donc la voie osseuse, elle a quand même un inconvénient, c'est qu'elle remonte pas, on peut pas remonter au niveau de la courbe osseuse. Et donc, si vous avez une courbe osseuse trop basse, même si l'appareil est très puissant, à mon avis, ça fait quand même partie vraiment des limites. Et puis, pour les systèmes cross osseux, ben c'est sûr, ça dépend beaucoup de l'oreille contralatérale. Si vous avez une chute de l'oreille contralatérale, à mon avis, un système bicross aérien est beaucoup plus logique. Alors, on va passer aux implants d'oreille moyenne. Donc, c'est une prothèse qui est implantée chirurgicalement et qui va délivrer une information vibratoire, et cette vibration, on va la mettre sur la chaîne des osselets ou éventuellement sur la fenêtre ronde ou la fenêtre ovale directement sur la cochlée. Alors, c'est des indications qui sont extrêmement rares. Hein. Maintenant, on doit être... je ne sais pas combien il y a de prothèses posées par an, hein, ça doit être 1,8 million, quelque chose comme ça. Les implants cochléaires, on est entre 1800 et 2000. Les implants d'oreille moyenne, c'est entre 50 et 100 par an. Donc, c'est des indications extrêmement rares. Il y a des surdités neurosensorielles chez des patients qui ne peuvent pas porter une prothèse en raison de problèmes du conduit. Alors, il y a quelques patients qui ont des eczémas terribles et même un embout très ouvert ne tient pas. Donc ça, c'est des indications. Bon, c'est pas fréquent. Et puis, on a quelques indications sur les surdités mixtes, notamment si vous avez une courbe osseuse qui est trop basse pour une voie osseuse, si vous avez une courbe aérienne qui est trop basse pour une prothèse conventionnelle, et une courbe osseuse qui est trop haute pour un implant cochléaire. Donc là, on a une oreille qui est fonctionnelle, et chez ces patients-là, effectivement, la meilleure solution, clairement, c'est un implant d'oreille moyenne. Donc ça, c'est une étude qu'on avait fait à Rennes sur 31 patients. Vous voyez, c'était des surdités sévères profondes, et clairement, on avait des gains en audiométrie tonale, en audiométrie vocale dans le silence et vocale dans le bruit, qui étaient supérieurs aux autres solutions, et notamment la BAHA qui avait été essayée en préopératoire et la prothèse conventionnelle. Alors, il y a des limites quand même. Alors, la première qui est très importante, c'est de bien expliquer au patient que c'est pas parce qu'il n'est pas content avec un appareillage classique qu'il aura un bon résultat d'implant d'oreille moyenne. Et le traitement du signal de l'implant d'oreille moyenne, c'est exactement le même qu'une prothèse conventionnelle. Donc, s'il n'est pas content parce que, par exemple, il ne comprend pas dans le bruit, ça sert à rien de l'implanter, ça sera pas mieux. On va mettre un implant d'oreille moyenne si effectivement il y a un mauvais résultat parce que le patient ne peut pas le porter, soit physiquement, soit parce que la courbe est trop basse. Le deuxième problème, et qui n'est pas des moindres, c'est bien sûr le cône d'ombre. Et donc on ne peut pas non plus mettre d'implant d'oreille moyenne chez des patients qui ont besoin d'une surveillance IRM. Et puis à ce jour, il y a quand même encore des problèmes de remboursement. C'est remboursé pour les surdités de transmission et mixtes, mais par contre pas encore pour les surdités de perception. Alors, les limites indications des implants cochléaires, donc les indications, on le connaît très bien, hein, c'est les surdités de perception avec une inefficacité des prothèses. Donc, chez les adultes, pour les surdités évolutives, sans limite d'âge, hein, ça c'est important, on peut avoir des personnes très âgées qui sont motivées, qui ont l'énergie pour faire la rééducation, les réglages. Et faut pas que l'âge, en tout cas, soit une barrière. Et puis, chez les enfants, les surdités congénitales, si c'est implanté précocement, et les surdités évolutives. Alors, les indications, en France en tout cas, elles sont écrites dans la loi. C'est pas les mêmes indications partout dans le monde. Hein. Par exemple, en Angleterre, il y a uniquement une notion de seuil auditif, c'est-à-dire c'est les surdités profondes. En France, la seule chose qui compte, c'est l'intelligibilité. On peut mettre un implant si l'intelligibilité à 60 décibels, c'est-à-dire à voix forte, est inférieure à 50% en liste cochléaire, au maximum des possibilités de l'appareillage. Donc c'est écrit dans la loi. Donc ça, c'est les indications tout à fait classiques. Hein. Vous avez ici une surdité profonde sans intelligibilité. Mais on peut en France implanter ces patients-là. Hein. Vous avez ici une surdité moyenne, mais avec aucun bénéfice des prothèses conventionnelles. Donc ce patient, il peut être implanté. Alors, il faut bien sûr faire un bilan parce que il y a des risques importants que ce soit des neuropathies, mais effectivement, on peut l'envisager. Chez les enfants, bien sûr, l'indication, le texte de loi dit lorsque l'appareillage ne peut pas développer le langage, donc c'est
Bon, en tout cas, ce qu'on s'accorde à dire, c'est que si un enfant ne perçoit pas une voix normale à 45 décibels, si le gain avec la prothèse ne permet pas la perception de la voix, évidemment, c'est logique d'envisager un appareillage, une implantation, et ce qui correspond à peu près à une surdité sévère ou profonde. Et puis juste une notion qu'il faut bien avoir toujours en tête, il y a une urgence, c'est les fibroses ou les ossifications survenant après les méningites, parce que là, effectivement, il y a une période après laquelle on ne peut plus implanter si l'ossification est complète. Alors, les nouveautés dans la prise en charge, c'est les respects des tonotopies. Donc ça, c'est des notions qu'on a depuis quelques années. Je suis désolé, il y a la photo qui n'est pas passée. On est capable maintenant de retrouver la tonotopie naturelle des cochlées qui sont très très différentes. Une cochlée chez un humain, ça va de 25 à 40 décibels. Et lorsque vous rentrez l'électrode, eh bien, on peut la rentrer plus ou moins loin. Donc chaque plot ne correspond pas toujours aux mêmes fréquences. Et le fait d'attribuer systématiquement les mêmes fréquences aux patients, eh bien, c'est pas forcément la même solution. Et les études qu'on a fait montrent que si on fait un scanner post-opératoire, qu'on regarde la position de chaque plot et qu'on lui attribue la tonotopie naturelle du patient avec des algorithmes, on a des tables qui permettent de calculer la fréquence pour chaque position, et bien clairement, on a des bénéfices, on a une amélioration de la compréhension dans le bruit qui est très nette, et une amélioration très nette également de la perception musicale. Alors maintenant, les limites d'indication, alors je ne vais pas toutes les passer parce que là, il faudrait 2 heures. Quelques mots sur les surdités unilatérales, sur les neuropathies et les schwannomes vestibulaires. Alors, dans les indications unilatérales, les choses ont évolué depuis 2021, car on a clairement l'autorisation aujourd'hui de mettre les implants lorsqu'on a un acouphène intolérable, en tout cas très gênant, c'est-à-dire un EVA supérieur à 6 et un THI supérieur à 50. Donc maintenant, c'est possible. Alors, dans certains pays, on peut mettre des implants cochléaires sur des surdité unilatérales uniquement pour des questions auditives, même sans acouphène. C'est le cas de l'Allemagne et certains centres aux États-Unis. En France, c'est pas possible, mais en tout cas, on a la possibilité de le poser pour les acouphènes invalidants. Alors, quand on regarde les études, là, il y a une très belle étude qui a été faite par Mathieu Marx à Toulouse, qui a regroupé pas mal de centres en France. Le résultat, c'est que l'implant cochléaire, même sans acouphène, en fait, redonne une stimulation auditive, ne perturbe pas l'oreille contralatérale, et au moins aussi bon qu'un cross ou aérien ou un cross osseux. Et en termes de coût-efficacité, eh bien, c'est un dispositif qui peut être envisagé. Alors, dans les limites des indications, quelques mots sur les neuropathies. Alors, les neuropathies syneptiques, ça, on sait que l'implantation cochléaire donne de très bons résultats, qui sont équivalents aux autres implants, les autres indications. Alors après, les neuropathies avec démyélinisation, clairement, on a des moins bons résultats des implantations par rapport aux autres indications, et même pour certains patients, on n'a pas de résultats. En tout cas, nous, on a 2 patients adultes qui ont été implantés et on n'a pas d'intelligibilité, en tout cas une intelligibilité misérable, en tout cas pas mieux que ce qu'il y avait avec une prothèse auditive, donc vraiment un échec, ce qui est évidemment terrible pour les patients qui ont été implantés, qui ont fait beaucoup de rééducation. Mais globalement, quand même, les études nous montrent que les résultats sont moins bons, mais restent meilleurs qu'avec une prothèse conventionnelle. Donc voilà, je pense que dans les années à venir, se posera la question de la place des indications, la place des indications d'implantation dans les neuropathies. Alors, quelques mots sur les schwannomes vestibulaires. Alors, évidemment, on fait toujours un bilan avant une implantation pour voir s'il n'y a pas un schwannome vestibulaire, parce qu'a priori, c'est une contre-indication. Alors, c'est une contre-indication, pas forcément. En fait, il y a quelques cas de patients qui ont des schwannomes, des petits schwannomes, avec de l'autre côté une cophose congénitale. Donc là, on sait que ça ne peut pas marcher. Et on peut faire des tests au promontoire pour voir si l'information passe. Et pour ces patients-là, effectivement, on peut envisager une implantation. Alors, on a maintenant la possibilité d'avoir... D'abord, il y a plusieurs firmes qui font des aimants qui se mettent dans l'axe de l'IRM, donc qui ne démagnétisent pas, et également des aimants qui peuvent être retirés. Donc là, vous voyez, le cône d'ombre peut être considérablement réduit, et ça peut permettre de suivre les patients. Donc voilà, aujourd'hui, en tout cas, il y a plusieurs études qui montrent que on peut mettre des implants cochléaires chez des patients qui ont un schwannome.
avec des intelligibilités qui restent pas si misérables que ça quand ils sont surveillés, qui n'ont pas été traités, plus faibles quand ils ont été radiothérapiés, et évidemment plus faibles lorsqu'ils ont été opérés. Mais malgré tout, on n'est pas à zéro, il y a quand même de la perception de bruit. Alors, on finira par les implants du tronc cérébral. Alors, les indications classiques de l'implant du tronc cérébral, c'est effectivement les patients qui ont des cophoses parce qu'on a dû retirer des tumeurs bilatérales qui mettaient en jeu le pronostic vital, et puis les patients qui ont eu une ossification complète de la cochlée après une méningite. Donc ça, ces indications sont tout à fait reconnues, tout le monde est d'accord là-dessus, avec des résultats qui correspondent, un bon résultat d'implant du tronc cérébral, ça correspond à un résultat médiocre d'un implant cochléaire, mais c'est quand même des patients à qui on donne une perception sonore, des bruits d'alerte qui peut être utile. Alors il y a des discussions tout à fait limites. Là, les centres sont pas tous d'accord. Il y a des centres en Belgique, en Turquie, qui pensent qu'on a des indications à mettre des implants du tronc cérebral lorsqu'il y a des malformations majeures, notamment des aplasies de Michel, donc une absence complète de cochlée, ou une agénésie du nerf auditif. Donc là, c'est des toutes petites séries. Il y a certains centres qui ont essayé, que ça n'a pas du tout marché. Donc là, c'est sûr que on a encore besoin d'avoir de l'expérience dans ces indications. Aujourd'hui, je crois qu'en France, on ne pose pas d'implant du tronc cérébral chez les enfants. Donc en conclusion, un système implanté, il doit être envisagé lorsqu'on ne doit pas mettre autre chose, on peut pas mettre autre chose, notamment pas de prothèse conventionnelle. On est en inefficacité d'une réhabilitation par prothèse conventionnelle où on ne peut pas faire de gestes fonctionnels plus simples que la mise en place d'un dispositif. Les limites des indications, en voie osseuse, c'est surtout des indications médicales et correspondant au seuil osseux. L'implant d'oreille moyenne, il y a vraiment le problème du cône d'ombre qui pose problème. Dans les implants cochléaires, on aura probablement une évolution des indications dans les surdites unilatérales, et puis restent les problèmes des pathologies rétrocochléaires, et puis pour l'implant du tronc cérébral, les indications limites, les agénésies. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Moi, j'avais juste une toute petite question dans l'étude que vous avez faite sur les implantés cochléaires pour les bénéfices sur la musique. Vous avez objectivé, comment vous avez obtenu Alors, c'est une étude qu'on avait fait, c'était une étude prospective qui était randomisée en crossover. C'est-à-dire que les patients ils ont tous un scanner avant l'intervention, ce qui permettait de déterminer la taille de la cochlée. Ensuite, après l'implantation, on refaisait un scanner pour avoir la position précise de toutes les électrodes. C'était rentré dans un logiciel qui, par des algorithmes, calcule la fréquence de la position de chaque électrode. Et ensuite, les patients étaient randomisés en crossover avec, dans un bras, soit le réglage tonotopique, une réévaluation, puis le réglage conventionnel, et dans l'autre bras, le réglage conventionnel, une réévaluation, puis le réglage tonotopique. Voilà, donc on a pu montrer, effectivement, on avait des bras de 6 semaines à chaque fois, et effectivement, on a eu un effet très net de la compréhension dans le bruit, et puis, effectivement, la perception musicale, en fait, on leur faisait passer, on avait différents tests d'évaluation qui avaient été faits avec des musicologues, où on leur faisait passer des morceaux de musique, et on leur demandait s'ils reconnaissaient la mélodie qui avait été passée, et ils devaient coter la qualité de la musique. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Nous allons clôturer donc cette session. Remercier tous les orateurs.